Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler rugby et on va revenir sur le tournoi Destination, sur cette troisième journée qui s'est déroulée le week-end dernier et on va commencer avec la victoire de la France face à l'Écosse 27-10. Alors ce match, il est intéressant, c'est enfin une victoire pour la France, on attendait ça depuis quand même l'Argentine au mois de novembre qui n'avait pas été un match exceptionnel. Les jeunes sont enfin au pouvoir dans cette équipe de France. On a l'impression que Morgan Parra, Camille Lopez ne reviendront plus en équipe de France, ou du moins pas tout de suite. Alors, on s'enflamme un petit peu parce qu'on a gagné. C'est notre première victoire sur ce tournoi Destination 2019. Après, le match n'est pas exceptionnel non plus. Beaucoup d'actions étaient assez brouillonnes du côté de l'équipe de France. On avait un manque un petit peu d'organisation. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on avait enfin un vrai capitaine. J'ai aimé Guillaume Guirado. Je l'avais beaucoup critiqué sur le match face à l'Angleterre. Là, j'ai trouvé qu'il a été vraiment intéressant dans son discours, à des moments, à calmer les jeunes. Il y a un moment, il y a une image vers la 30e minute qui m'a que j'ai vraiment apprécié. Bon, on a enfin une vraie charnière avec Dupont et Ntamak. Aldrit également, la rentrée de Aldrit qui fait un très gros match en tant que numéro 8, ça c'est intéressant. Faut pas s'enflammer, ce n'est que l'Écosse, une Écosse qui n'a pas été vraiment à son niveau. Beaucoup de blessés, Stuart Hogg, Russell. C'est compliqué pour l'Écosse sur ce match-là. J'ai trouvé qu'elle a fait beaucoup moins bien que face à l'Irlande, il y avait beaucoup moins de choses intéressantes. Pourtant, c'est pas l'équipe de France qui était vraiment difficile à jouer. Je pense que cette équipe de France était prenable au Stade de France. Et puis, il ne faut pas s'enflammer parce que c'est une équipe fragile, l'équipe de France. Encore, on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Je pense qu'on est encore loin de là et loin de faire ça. On a vu des fragilités. Le jeu au pied n'est pas encore parfait. Ramos a raté des transformations. Alors c'est mieux, mais c'est insuffisant par rapport au niveau mondial. Il y a du mieux dans cette équipe de France, mais ça ne suffira pas pour le moment à gagner la Coupe du Monde. Allez, tout de suite, on passe à l'action du match. Pour moi, l'action du match, c'est le premier essai. 12 minutes de jeu. On mène, on domine un petit peu les Écossais, mais on n'est pas devant au score. On n'arrive pas à marquer. En plus, 5-6 minutes avant, il y a l'essai de Penaud qui est refusé. Et là, ça part d'un ballon aérien des Écossais, ils nous rendent le ballon. Juste à ce moment-là, Ramos le récupère proprement, il est dans ses 22 mètres. Là, normalement, il fait arrêt de marque. Et non, il décide d'y aller. Il décide d'aller à la course. Il va faire 2-3 crochets. Il va réussir à échapper à 3 ou 4 joueurs écossais. Derrière, il passe à Penaud. Ensuite, Penaud passe à Dupont, qui revient vers l'intérieur du terrain, qui se fait plaquer. Et à la fin, c'est Ntamak qui conclut cette action d'environ 80 mètres. Pour moi, c'est l'action du match. Pourquoi c'est intéressant d'en parler? Premièrement, c'est l'essai des enfants, c'est l'essai des bébés. C'est les petits genoux de l'équipe de France qui ont marqué. Sur cette action-là, il n'y a aucun cadre. Il n'y a pas Guirado, il n'y a pas UG, il n'y a pas Bastaro. C'est un essai, des jeunes de l'équipe de France. On a Penaud, on a Ntamak, on a Dupont, on a Ramos, que des joueurs qui ont moins de 10 sélections en équipe de France. Et puis surtout, c'est intéressant parce que pour moi, on a retrouvé sur cet essai un peu du French flair. Alors, le French flair, on entend beaucoup de définitions du French flair, le jeu à la française, ce genre de choses. Le French flair, ça part d'une inspiration, c'est un peu de l'inspiration. C'est des choses qu'on ne devrait pas faire au début, qui ne sont pas logiques en fait en soi. Normalement, on doit faire un arrêt de marque, un ballon dans les 22 mètres. Et puis à un moment, il y a un grain de folie dans ce jeu-là. Et le grain de folie, ça part de Ramos. Normalement, arrêt de marque. Et là, il va y aller. Et ensuite, c'est organisé, le French flair. C'est organisé. Ramos, il retrouve à l'intérieur Penaud. Penaud, il redécale ensuite sur Dupont. Dupont, il recentre sa course. Il va vers le milieu du terrain, le centre du terrain. Intelligent, pourquoi? Parce que comme ça permet au soutien d'arriver plus rapidement. Et ensuite, Ntamak marque en libérant rapidement le ballon. Et ça, c'est du French flair. Et si on arrive à le poursuivre, à le mettre en place sur les autres matchs, sur les matchs restants du tournoi Destination, peut-être qu'on pourra un petit peu s'en sortir sur la prochaine Coupe du Monde. C'est pas sûr, mais au moins on produira du bon jeu et du jeu agréable à regarder. Et ça, c'est bien.
Eh bien, les tops et flops de l'équipe de France, dans le jeu d'abord, et puis comme vous avez l'habitude maintenant, au niveau des joueurs juste après. Du côté de la France, moi ce que j'ai aimé c'est les jeunes. C'est une équipe de France qui s'est énormément basée sur les jeunes, qui avait déjà fait plutôt une bonne performance face à l'Angleterre. Penaud avait surnagé, hein, je l'avais mis en top sur mon débrief. Et puis j'avais trouvé que les jeunes avaient plutôt joué intelligemment, qu'ils avaient tenté des choses, même si des fois ça ne marchait pas. On a vu encore là sur ce match, hein, il y a des en avant, il y a un petit peu de ballon gâché, mais au moins on tente, et c'est intéressant cette fougue, cette jeunesse que nous ont apporté ces joueurs. Les intentions offensives, on a vu des intentions offensives qu'on n'avait pas vues face à l'Angleterre, qu'on n'avait pas vues en deuxième mi-temps face au Pays de Galles. Enfin, on a voulu produire du bon jeu, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques temps en équipe de France. J'ai eu des bonnes intentions offensives. Alors des fois c'est brouillon, c'est vrai que c'est brouillon à des moments, c'est un peu le bordel. Mais au moins, il y a du jeu offensif, et ça c'est intéressant. Les cadres, les cadres qui étaient sur le terrain, ils ont fait un bon match. Bastaro, Guirado, Huget, même s'il se prend un carton jaune, Huget. En deuxième mi-temps, il est très présent, il marque un essai. L'essai à la 42e minute, c'est lui. Puis je l'ai trouvé très présent, puis je l'ai trouvé bien meilleur que face à l'Angleterre. En même temps, c'était pas très compliqué. Bastaro, bon, on l'a vu, il est sur l'essai de la 42e minute avec ce jeu au pied. J'ai jamais vu Bastaro faire aussi bien un jeu au pied. Une sorte de chandelle pour lui-même, ça a très bien marché. Et puis Guirado qui a été un vrai capitaine, comme j'en ai parlé déjà auparavant. Ce que j'ai trouvé d'intéressant également, c'est la mêlée française, la mêlée qu'on a retrouvée un petit peu. Alors certes, face à une Écosse qui n'était pas au top dans ce domaine-là aussi, j'ai trouvé que voilà, on les a mis en faute quelques fois. Puis surtout, on a contrôlé les ballons quand quand c'était des mêlées pour nous, hein, quand on les engageait. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis la défense, même si en fin de match on s'est trouvé sur le l'essai écossais, on a quand même pendant très longtemps tenu le score. Les Écossais n'ont pas pu véritablement franchir notre rideau offensif, ou au moins on arrivait toujours à le rattraper pour éviter l'essai. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et c'était bien mieux donc face à l'Angleterre, mais également face au Pays de Galles et face à beaucoup d'équipes qu'on avait rencontrées auparavant. Du côté des moins, eh bien l'organisation des attaques françaises, c'était pas top. On va pas se mentir, c'est un peu brouillon. Des fois, c'est même le bordel. Le premier essai qui a annulé au bout de 5-6 minutes de jeu, c'est un miracle si on arrive à aplatir dans l'embut déjà. Parce que il y a un mauvais choix de Dupont qui est phénoménal. Il va rejouer côté fermé, alors que de l'autre côté, en 3-4 passes, on marque l'essai directement. Et c'est incroyable de se compliquer la tâche à certains moments de cette manière. Alors, après, c'est aussi parce qu'on manque de confiance par rapport aux derniers résultats, ou même aux résultats depuis 4-5 ans hein, de cette équipe de France qui ne sont pas exceptionnels. Mais quand même, à des moments, on fait des mauvais choix et puis l'organisation n'est pas top et souvent ça part quand même sur des actions un peu folles pour pouvoir marquer un essai. J'ai eu du mal aussi avec le physique. En fin de match, on souffre énormément dans le dernier quart d'heure physiquement. C'est pour ça que même les Écossais marquent un essai sur une percée hein, de joueurs écossais. C'est Peter Horn qui passe, je crois que c'est à Kinghorn, je crois hein, me rappeler. Non, c'est pas Kinghorn, c'est un joueur qui est rentré dans le match. Je sais plus qui. J'ai trouvé que physiquement, on manquait un petit peu de jus en fin de match. Bon, c'était déjà le cas face à l'Angleterre, on s'était fait exploser au bout de 25 minutes. Mais là, il va falloir vraiment qu'on arrive à travailler ça parce que face aux grosses équipes, c'est à partir de la 60e qu'on voit si on arrive à tenir le choc ou pas. C'est ce qui manque aux Italiens par exemple, c'est ce qui manque à beaucoup de nations. Les Géorgiens, souvent, c'est à partir de la 60e minute qu'on commence à décroître au niveau du niveau de jeu. Et bah, ça fait pareil pour l'équipe de France. On a vraiment perdu du niveau de jeu à partir de la 65e, 70e minute. C'était beaucoup plus compliqué, je trouve, pour aller marquer l'essai. Alors, on marque 2 essais dans ce même instant-là, hein, dans les 20 dernières minutes, on marque 2 essais.
Mais quand même, physiquement, heureusement que les Écossais n'en ont pas profité. Le jeu au pied, on rate quand même 2 transformations, hein. Ramos rate 2 transformations qui sont, je dirais, plutôt abordables quand même pour un joueur d'un niveau international. Alors c'est vrai que pour Ramos, c'était la première fois qu'il était buteur en équipe de France, peut-être une pression au Stade de France. Mais voilà, le jeu au pied, il n'est pas encore au niveau de l'Angleterre, même du Pays de Galles ou de l'Irlande. Il faut qu'on travaille dans ce domaine-là. Même l'Écosse, je trouve un jeu au pied qui, sur certains matchs, pas le match face à l'équipe de France, était meilleur. On a fait également un petit peu d'en avant. Alors c'est dommage, c'est un peu encore nos travers, le manque de confiance, des fois le manque de communication entre les joueurs, un peu trop d'en avant, ce qui fait qu'on perd des ballons un peu rapidement. Et puis on a commis quelques fautes. Au bout de 5 minutes avant l'essai, on est déjà à 2 fautes, 2-3 fautes très rapidement dans le match. Il y a un carton jaune aussi. On est quand même une équipe qui, sur les 2-3 dernières années, au niveau du tournoi destination, eh bien on est souvent sanctionné de carton jaune. C'est assez régulièrement. Et pour la Coupe du Monde, les cartons jaunes, ça va jouer. Ça va jouer. Être en infériorité numérique pendant 10 minutes, ça va nous mettre en difficulté. Alors heureusement, l'Écosse n'en a vraiment pas profité sur ce match. Mais c'est parce qu'on a vu face à nous une petite Écosse. Du côté de l'Écosse, en plus, ça n'a pas été facile pour moi de trouver des plus dans cette Écosse. Alors, pour moi, le jeu au pied. Le jeu au pied écossais a quand même été intéressant. Il nous a parfois mis légèrement en difficulté. Les trois carrels ont plutôt, je trouve, que ce soit Maitland ou de l'autre côté Kinghorn, par exemple, en arrière et d'autres joueurs sur les ailes, ça a plutôt bien marché. Voilà, au niveau offensif. Quand en fin de match, on était un peu moins bien, il faut aussi le dire. Après, c'est vrai que l'équipe écossaise, c'était pas un grand match de sa part. Je pense qu'elle est capable de faire beaucoup mieux. Du côté des moins de l'Écosse, l'attaque, il n'y a pas eu une offensive de qualité, souvent avec des passes qui n'étaient pas très bonnes de la part du demi de mêlée ou même du demi d'ouverture, qui n'ont pas fait un très grand match. J'ai trouvé également que les passes étaient souvent mal assurées. Ils ont perdu beaucoup de ballons, les Écossais, sur des erreurs en plus qu'ils ne commettent normalement pas, qui sont leurs points forts. Le jeu de passe, c'est leur point fort. C'est dommage. Et puis, on a eu le sentiment que l'Écosse, défensivement, n'était pas très présente. J'ai eu ce sentiment-là. C'est-à-dire que l'Écosse, l'équipe de France, elle aurait pu marquer 3 essais supplémentaires. C'est-à-dire, on a failli coller quasiment, je dis bien quasiment, hein, si on fait l'essai avec la transformation, 21 points en plus. À la fin, donc, on a 27-10, c'est-à-dire qu'on est quasiment à un score de 48-10. Défensivement, ça a été la bérésina pour les Écossais, hein. Très mauvais match défensif, surtout face à une équipe de France qui, encore une fois, n'est pas la meilleure équipe, où c'est souvent brouillon dans ses attaques, et qui n'est pas la meilleure au monde. Donc il va falloir améliorer ça du côté des Écossais. Tout de suite, on va passer très rapidement du côté des top et flop au niveau des joueurs. On va essayer d'aller vite. Alors du côté de l'équipe de France, Romain Ntamack. Pourquoi Romain Ntamack? 19 ans, Romain Ntamack. Il est très jeune. Champion du monde. Avec les moins de 20 ans, c'était l'été dernier. Mais quand même, il a fait un match propre. Très gros match. Beaucoup de plaquages, il y a quand même une statistique. 20 plaquages pour un demi de mêlée. C'est extrêmement rare. C'est un très bon match pour lui. Il a été décisif. Il marque le premier essai. Il lance beaucoup d'offensives sur les essais annulés, hein, par exemple. Non, c'est un très bon match. Et puis, c'est quand même intéressant parce qu'il était un petit peu sous le feu des projecteurs, parce que on avait des doutes sur Romain Ntamack. Et c'est normal d'avoir des doutes sur Romain Ntamack. C'est un joueur qui normalement joue centre en club. Depuis longtemps qu'il n'avait pas joué à la charnière. Et c'est vrai que on pouvait avoir des doutes. Malgré tout, Romain Ntamack, j'ai trouvé un jeu au pied également intéressant pour proposer des options offensives. Donc j'ai trouvé des choses très très bien du côté de Romain Ntamack.
Du côté des moins, Venceslas Loret. Alors, il fait pas un si mauvais match que ça, Loret. Il a fait beaucoup de plaquages, euh, mais il a commis des fautes. Et des fautes qui coûtent cher. L'en avant sur le deuxième essai annulé. Bah ouais, mais on peut marquer des points, hein. C'est dommage de faire un en avant à ce moment-là. Et puis il a fait également des fautes à un moment en deuxième mi-temps qui sont un petit peu regrettables. Mais il est encore jeune hein, aussi, Loré. Ça fait partie de cette jeune génération qui pousse en équipe de France. Donc il va devoir aussi prendre de l'expérience en équipe de France. Et des fois ça passe par des moins bons matchs. Mais c'est vrai que là il y a peu de joueurs qui ont fait véritablement un mauvais match. C'est pas un excellent match pour tout le monde, mais c'est un match solide. Du côté des Écossais, eh bien en plus, moi j'ai mis Kinghorn. Kinghorn, l'arrière. J'ai trouvé que il a surnagé par rapport aux autres joueurs. Très bonne percée dans la défense française. Il a sauvé son équipe aussi, hein, quelques fois en récupérant des ballons précieux. Par exemple, sur un jeu au pied de Ntamak, je crois que c'est vers la. Enfin, moi j'ai noté à la 54e minute où il va relancer dans les 22, il va réussir à relancer de loin, à progresser d'une vingtaine, trentaine de mètres. Non, non, il a plutôt fait un bon match. Il fait une transformation également, faut pas le négliger, pour un joueur qui normalement n'est pas habitué à jouer au pied et à être buteur dans l'équipe écossaise. C'est plutôt bien de sa part. Malgré tout, bah voilà, il souffre également comme les Écossais, surtout en deuxième mi-temps. Et puis le joueur que j'ai trouvé en dessous du côté de l'Écosse, bah, c'est Peter Horn, le demi d'ouverture. Euh, il a raté beaucoup trop de passes. Un joueur à la charnière ne peut pas rater autant de passes. Pourquoi les attaques écossaises ont été aussi insuffisantes, aussi peu dangereuses quand même pendant une grande partie de la rencontre? C'est parce que Peter Horn n'a pas été capable de faire des bonnes passes. Et au final, il met son équipe en difficulté. Il met son équipe en difficulté parce qu'offensivement, les Écossais, ils ont été inexistants. Et un petit peu à cause de Peter Horn. Alors la note de ce match. Moi je trouvais que c'était un match agréable. C'est pas le meilleur match de la saison en rugby. Donc j'ai décidé de mettre un 7 sur 10. Bon match offensif de l'équipe de France, mais un peu brouillon. L'Écosse, pas un très grand match. Ils ont un petit peu pris l'eau. Donc voilà, 7 sur 10. On ne s'enflamme pas, mais c'est un match solide de la part de l'équipe de France. Et si elle réitère cette performance face à l'Irlande et face à l'Italie, eh ben on pourrait peut-être finir 3e ou 4e du tournoi Destination. Pourquoi pas? Et maintenant, on passe au deuxième match de cette 3e journée du tournoi Destination. Pays de Galles, Angleterre, le match tant attendu après 3 journées. Les 2 dernières équipes qui peuvent encore jouer le grand chelem avant cette rencontre. Et on n'a pas été déçus. On n'a pas été déçus par ce match. Pour moi, c'est le match le plus intéressant, le meilleur match pour l'instant de tournoi destination que j'ai vu. C'est bien meilleur que Pays de Galles France, c'est bien meilleur que Angleterre Irlande. Moi j'ai trouvé que c'était un niveau au-dessus. Intensité physique excellente dans cette rencontre. Très très bonne intensité physique et surtout qui a tenu pendant les 80 minutes du match. Qu'on n'avait pas vu par exemple entre l'Écosse et l'Irlande lors de la deuxième journée. Là ça a tenu vraiment 80 minutes. C'est pas le match le plus spectaculaire du monde, hein. 21-13, match plutôt étriqué. Mais alors, défensivement, c'est un très grand match. Très très grand match défensif de la part des Gallois, mais également de la part des Anglais en deuxième mi-temps. Parce qu'ils se sont fait pilonner les Anglais en deuxième mi-temps. C'était quand même pas facile pour eux. Alors, on s'aperçoit avec ce match qu'on peut contrer ces Anglais. Et oui, la France n'avait pas réussi, l'Irlande non plus. Moi j'avais même dit plutôt victoire de l'Angleterre à la fin de mon débrief de la semaine dernière. Eh bien non, on peut les contrer ces Anglais. Pourquoi? Parce que ils restent dans le même schéma, et j'en parlerai après. Ce qui fait que si vous avez bien observé la vidéo lors de la semaine de préparation, et là même de ces 2 semaines de préparation de match, vous pouvez voir
quel schéma ils utilisent et comment les contrer. Alors, c'est vrai qu'on peut également dire que les Anglais n'ont pas été foncièrement tous à leur niveau. Farrell n'a pas fait un grand match. Ça a été le cas de beaucoup de mêlées, de joueurs de la charnière, de buteurs, lors de cette journée du tournoi destination. Alors le Pays de Galles, j'avais dit, lors du match face à l'Italie, lors de mon débrief, là encore, de la deuxième journée, que le Pays de Galles s'adaptait à son adversaire. Et là encore, on peut s'en apercevoir. La première mi-temps du Pays de Galles, elle n'est pas exceptionnelle. Ils sont derrière au score, leur jeu est pas top, ils sont malmenés, les Anglais marquent un essai avec Curry vers la 30e minute, ils sont derrière. Mais en deuxième mi-temps, ils reviennent et à partir de la 50e minute, on ne voit que sur le terrain quasiment. L'action du match, j'ai décidé de prendre l'essai des Gallois à la 67e minute. Pourquoi ? 35 phases offensives. C'est pour montrer comment ils ont pilonné la défense anglaise en deuxième mi-temps. Ça a été terrible à partir de la 50e minute. 35 phases offensives et on a de tout. Ça commence avec un ballon de récup. Ensuite, on a de la course. Ensuite, on utilise les avants. Et ouais, on a tout. Et on va faire une dizaine de temps de jeu simplement avec les avants. On pilonne, on fait du pick and go. Et puis à la fin, passe énorme de Dan Biggar qui fait un très grand match. Dan Biggar, certes remplaçant, il rentre à la 55e, 56e minute. Très grand match de Dan Biggar. Autant je l'avais critiqué face à l'Italie, surtout sur ces 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, autant là, sur les 25 minutes de jeu qu'il a eu, il a fait un très grand match. Et puis à la fin, c'est l'essai de Hill après cette passe qui donne tellement tout qu'il s'est blessé, qu'il sera indisponible pour la fin de ce tournoi des 6 nations. Pourquoi, pour moi, c'est l'action du match ? C'est parce que cet essai, il prouve que le Pays de Galles est une équipe qui peut faire partie des favoris pour la Coupe du Monde. Parce que le Pays de Galles sait tout faire. Dans cette action, on a tout. Déjà, on a une action qui dure très longtemps. Ça dure 5-6 minutes, cette action. 35 phases offensives, phases d'attaque. On commence avec un ballon de récup. On enchaîne avec de la course. Ensuite, les avants. C'est le rugby, en fait. C'est le rugby d'attaque, mais c'est tout ce qu'il faut maîtriser pour faire une bonne offensive. Et on n'oublie pas non plus le jeu au pied. Le jeu au pied sur le dernier essai gallois. Là encore, c'est très intéressant et très bien fait de la part des Pays de Galles. Et c'est pour ça que, pour moi, je le mets parmi les favoris de la Coupe du Monde maintenant. Alors, les tops et flops. Du côté du Pays de Galles, l'efficacité en mêlée. Alors, j'avais dit j'avais des doutes sur la mêlée anglaise. Eh bien, mes doutes, on les a vus. Parce que la mêlée anglaise s'est fait quand même souvent malmenée par la mêlée galloise. Là encore, souvent en deuxième mi-temps, la possession, beaucoup de possession de ballon. Le succès se construit là-dessus, en fait. Quand tu regardes, en deuxième mi-temps, les Anglais, ils ont très peu de temps le ballon. Et c'est leur souci. Si vous n'avez pas le ballon longtemps, comment vous voulez avoir des cartouches pour pouvoir marquer des essais ? C'est impossible. Domination territoriale aussi. Quand tu combines les deux, normalement tu gagnes un match. Peu de fautes. Parce qu'en première mi-temps, ils n'ont pas forcément beaucoup d'attaques. Ils auraient pu se mettre aux fautes. Ils auraient pu faire beaucoup de fautes. Et ils ne font pas de fautes. Et puis pour finir, les pénalités, le jeu au pied, j'ai trouvé gallois intéressant. Il l'utilise rarement. Mais quand il l'utilise, c'est bien fait de la part des Gallois. Et ça a contré énormément les Anglais. Du côté des moins, c'est un peu le même moins que j'avais dit face à l'Italie. Beaucoup de passes, mais ça avance pas souvent du côté des Gallois. Leur jeu d'attaque, ils font beaucoup de passes. Il y a beaucoup de passes entre tous les joueurs. Mais en première mi-temps, ça n'avance pas d'un poil face à la défense anglaise. Et c'est dommage parce que, vu la possession qu'ils ont, vu la domination territoriale, le score devrait être un peu plus en leur faveur même qu'un 21-13. On aurait dû aller vers peut-être 27,
voire 30 points. C'est dommage. Peut-être aussi combiner un manque d'ambition offensive. Des fois, on reste sur des choses qu'on maîtrise. Alors que c'est dommage parce que, pour moi, ils savent tout faire, les Gallois. Jeu au pied, c'est bon. Jeu d'occupation, de pression, ils savent faire. Les grandes courses, les grandes envolées de leurs arrières, de leurs trois carrels, ça fonctionne également. Les avants, ça marche aussi. Mais des fois, on reste sur un schéma, passe à gauche, passe encore, et puis après, on va pilonner au centre. Un peu le schéma classique. C'est dommage. Parce que l'essai où ils arrivent à marquer le plus rapidement, c'est quand Bigard il fait cette longue passe au pied. Des fois, il faut être un petit peu fou pour marquer au rugby. Et puis en première mi-temps, quelques pertes de balles sur des en avant, mais vraiment en première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, au niveau de ces pertes de balles, il n'y en a quasiment plus aucune. À partir de la 50e mi-temps, il n'y en a plus. Et en début de deuxième mi-temps, je crois qu'il y en a une. Mais vraiment, c'est très léger. Du côté de l'Angleterre, l'intensité physique en plus. L'intensité physique, même les Gallois, ils ont eu un peu de mal à un moment dans le match. Ils sont capables de mettre une telle intensité physique sur des temps de jeu qui ne s'arrêtent jamais, qui sont difficiles à prendre en défaut, tout d'abord, et qu'ensuite, ils arrivent à être très performants. Et puis le jeu au pied en première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, le jeu au pied, il marche, il fonctionne même très bien. C'est dommage, c'est qu'en deuxième mi-temps, le Pays de Galles s'adapte. Et c'est là où ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Et bien donc, dans mes moins, vous l'aurez compris, le schéma de jeu, le problème des Anglais, c'est ce schéma de jeu qui est resté inchangé pendant tout le match. Alors, ça marche face à l'Irlande, et encore, face à l'Irlande, en fin de match, l'Irlande revient. Et oui. Face à la France, ça marche. Mais la France était à un tel état de désolation que, lors de Angleterre-France, que bon, tout pouvait marcher. Face à une vraie adversité, en deuxième mi-temps, et face à une équipe qui est à un niveau assez proche, ça ne marche plus du tout. Et pourquoi ? Parce que le schéma de l'équipe de jeu de l'Angleterre, c'est un schéma qui est hyper répétitif. 2-3 temps de jeu, quand on voit qu'on n'avance pas, on fait un ballon de pression. Et puis on va donc on fait un ballon qui fait 15-20 mètres à peu près en longueur. Et ensuite on fait la pression défensive. Et ensuite, quand on a de nouveau un ballon, si on s'aperçoit que ça n'avance pas en 3-4 temps de jeu, on refait la même chose de nouveau. Alors soit un ballon de pression, soit on essaie de trouver une touche, ou essayer de trouver une zone qui n'est pas couverte par l'équipe adverse. Mais une fois qu'on a compris ça, déjà défensivement, on couvre mieux le terrain sur les ballons qui traînent, et puis ensuite, on essaye de contrer les buteurs. Et quand en plus Owen Farrell fait pas un très grand match, ça fonctionne pas vraiment. Et puis le deuxième point noir, c'est les pénalités. 9 pénalités quand même dans le match. Alors en plus des pénalités, des fois sur des actions un peu bêtes. Par exemple, notre ami Sinclair, qui a fait pas mal de fautes un peu bêtes, même 2 d'affilée. Là encore, pour gagner une Coupe du Monde, il faut être discipliné, c'est une obligation. On va passer maintenant au top joueur. On commence avec George North. George North, 2 essais en première mi-temps. Voilà, match de qualité de la part du Gallois. 2 essais sur les 2 essais gallois, il est dessus. Les percées, très bonne percée. Il fait une énorme première mi-temps. C'est le seul qui est même dangereux du côté des Gallois en première mi-temps. Malgré un jeu qui peut-être pour certains est un petit peu timoré. Alors ensuite, il y a 2 ans d'avant. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est le déchet quand on produit un match de cette qualité. Du côté du joueur qui a fait un petit peu un flop, Gareth Anscombe. C'est dommage. C'est dommage pour un joueur qui est plutôt en plus talentueux. Des pertes de balles. Un en avant. Et puis surtout, offensivement, pas très présent dans le match. C'est-à-dire que sur les attaques, il n'arrive pas à apporter un petit truc en plus sur l'organisation offensive, sur le jeu. Je trouve un petit peu absent. Et surtout, on s'aperçoit qu'il n'a pas été très bon parce qu'il est remplacé par Dan Biggar. Et quand Dan Biggar rentre et fait un très bon match,
Dan Bigard. Il rentre à la 55e minute. Et qu'en plus, c'est lui qui donne un petit peu la victoire au Pays de Galles avec sa passe à la 67e et son jeu au pied 10 minutes plus tard. C'est vrai que pour Anscombe, c'est pas top sur le CV. Du côté de l'Angleterre, le joueur qui pour moi a fait un bon match, Tom Curry, il marque l'essai des Anglais. Et puis surtout 93 plaquages réussis dans le match. Voilà, 93 plaquages. Défensivement, il a été présent. Il n'a pas pris l'eau en plus. Même en deuxième mi-temps, il a essayé de garder cette puissance défensive. Il a, je crois, fait qu'une faute à un moment. J'ai regardé les statistiques sur le site de Tournoi Destination. Il fait un match propre, bon en défense. La seule percée, l'une des rares percées qu'il fait, ça permet de marquer l'essai. Donc super efficacité en attaque, donc c'est top. L'homme qui a été moins bon, c'est Sinclair. Pilier, Sinclair. Alors déjà, Pilier, la mêlée anglaise n'a pas été fantastique durant le match. Et puis trop de fautes. Beaucoup trop de fautes de la part de Sinclair. Il en a commis 2 en 1 minute. En 1 minute de temps, il commet 2 fautes. Et face à une équipe du Pays de Galles qui a des bons joueurs au pied, ça donne des munitions pour revenir au score. Et il est complètement sorti de son match en deuxième mi-temps. C'est de manière assez énorme. Il est remplacé même assez vite, un petit peu à la 55e, je crois à peu près comme Anscombe. Du côté de la note de ce match, moi j'ai décidé de mettre 9 sur 10. Alors pourquoi je n'ai pas mis 9,5 ou 10, même si c'est un match de qualité? Parce que c'est pas très spectaculaire. Voilà, c'est basé sur la défense. Alors, non, moi j'aime voir des essais, voilà, des courses de 80 mètres. Voilà, là j'en ai pas forcément eu. Après c'est un match de qualité, un match solide, dans un stade magnifique, une ambiance de dingue, une intensité excellente pendant 80 minutes. J'ai vraiment pris un grand plaisir à regarder ce match, donc 9 sur 10. Et maintenant, on passe au troisième et dernier match, le match du dimanche. C'était Italie-Irlande. C'était du côté du stade olympique de Rome. Victoire de l'Irlande 26-16. C'est un match qui est extrêmement frustrant pour les Italiens. Frustrant pourquoi ? Ils sont pas loin de la victoire. Ils sont pas loin de la victoire. Vraiment. Ils proposent un jeu intéressant face à des Irlandais timorés. Mais vraiment, ils sont pas loin de gagner, quoi. Vraiment. Ça joue sur des erreurs, et des erreurs bêtes de la part des Italiens. Des erreurs bêtes surtout à ce niveau-là. C'est dommage de faire des erreurs sur un ballon de renvoi. Ça leur coûte 7 points. C'est dommage. De faire des fautes. Beaucoup d'indiscipline. Surtout en fin de deuxième mi-temps, en fin de match. Vraiment, ils ont accumulé les fautes. Ça donne des magnifiques punitions pour l'Irlande. Qui n'en demandait pas tant parce que elle était en difficulté, l'Irlande, sur ce match. Pas un grand match de l'Irlande. Service minimum pour l'Irlande. Vraiment. Je pense que s'ils font un match de cette qualité-là face à la France, ils ne gagnent pas. Et c'est inquiétant, parce qu'ils jouent en dernier match, le Pays de Galles. Pas de facile pour les Irlandais, le Pays de Galles, s'ils jouent à ce niveau-là. Alors ils jouent à ce niveau-là aussi parce que il leur manque des joueurs aux Irlandais. Et ils ont des joueurs qui ne sont pas à un très grand niveau. Sexton, il m'inquiète un petit peu, par exemple, sur ce match. Le jeu au pied n'a pas été top de Sexton. Il a raté une transformation, ce qui est assez rare de la part de Jonathan Sexton. Et puis dans le jeu, on l'a plus souvent vu à terre que debout, Jonathan Sexton. Il a résisté à très peu de plaquages. L'action du match, l'essai de Stockdale, sur le ballon de renvoi, sur un coup de pied de Sexton. C'est là où on voit tout l'amateurisme de l'Italie, qui a pourtant un club qui est bien placé en Pro 12, Pro 14. 10 minutes pour revenir à 4 points au score. Pour marquer une transformation, il leur faut 10 minutes à pilonner la défense adverse. 20 secondes après, ils se retrouvent de nouveau à 9 points. Sur un essai qui est dû à l'erreur défensive italienne. Un bloc de saut qui est mal placé, un joueur derrière qui est totalement spectateur de l'action, et Stockdale qui n'a pas vraiment besoin de forcer son talent pour marquer l'essai.
C'est là où on voit que l'Italie a un retard par rapport au niveau du tournoi destination et même au niveau international qui est vraiment inquiétant pour la prochaine Coupe du Monde. Ils sont pas dans un groupe simple en plus, les Italiens. Ils sont face à l'Afrique du Sud et à la Nouvelle-Zélande. Ils sont pas prêts de passer. Hein. Les top et flop. Du côté de l'Italie, on commence par l'équipe qui a accueilli ce match. La défense, là encore, pendant 30 minutes, 40 minutes, ils résistent. Ils se prennent un essai après 12 minutes de jeu, de la part des Irlandais, qui enchaînent sur des pick and go, un petit peu leur spécialité dans les 22 derniers mètres. Bon, là, les Italiens peuvent pas faire grand-chose, mais après, ils ont plutôt solide défensivement, même si j'ai trouvé qu'ils avaient fait un meilleur match face au Pays de Galles, parce que là, le problème, c'est qu'ils ont commis beaucoup de fautes. Et puis, toujours les intentions offensives. C'est une équipe, même quand elle est dos au mur, même quand elle est menée de 9, 10, 15 points, elle essaye toujours d'aller de l'avant, elle essaye toujours de proposer du jeu. Elle pourrait bétonner derrière et arrêter de jouer. Et non, elle continue de proposer du jeu. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'Italie, c'est ce côté un petit peu fou de cette équipe. Mais voilà, ça essaye de jouer, ça essaye de proposer des choses, même si son niveau n'est pas exceptionnel. Mais au moins, un moins récurrent du côté d'Italie, le jeu au pied. Alors, ils ont moins tiré au pied en marquant sur ce match. Thomas Wallan, je reviendrai dessus, mais le jeu au pied, il n'a pas été suffisant pour une équipe de ce type. Le physique, à la 60e minute, c'est fini, le match des Italiens. Parce que de la 60e à la 80e, ils sont cuits. Ils sont cuits. Le problème des Italiens, c'est le problème de beaucoup de petites nations même. Enfin, de plus petites nations que les 5 gros du tournoi destination, et puis, je dirais, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Même si la France, physiquement, des fois, elle craque. Puis des cadres du Four Nation. C'est que physiquement, à partir de la 60e minute, il y a un déclin. Il y a un déclin inévitable de ces équipes-là. C'est dommage. C'est dommage parce que jusqu'à la 60e, le match est solide. De la part de l'Italie, plutôt solide. Et après, c'est brouillon. Parce qu'en plus, comme physiquement, ils ne sont plus là, la lucidité n'est plus là, et ils commettent beaucoup de fautes. Et à la fin, on finit avec 14 fautes. L'indiscipline des Italiens. Ça, c'est aussi un nouveau point faible. Tant que les Italiens commettront énormément de fautes, alors c'est pas des grosses fautes, hein, c'est pas des fautes qui méritent carton jaune. Donc voilà, ils perdent jamais de joueurs. Mais ils donnent des cartouches à l'adversaire. Ça, c'est clair et net. Et l'Irlande, quand tu as un buteur comme Sexton, et heureusement il en a raté Sexton, il n'était pas dans le coup. Mais ça donne des cartouches à une équipe qui n'en a pas besoin pour gagner ce match. Du côté des Irlandais, l'intensité physique, ils ont gardé un bon niveau de jeu pendant toute la rencontre, avec peu d'adversité sur la fin de match face à eux. La base de leur victoire, de ce service minimum, et pourquoi ça a marché, les bases du rugby sont là. La mêlée est bonne, on la touche, je reviendrai dessus. Un peu le point noir de ce match, mais la touche est bonne. Le jeu au pied est plutôt performant, même s'il aurait pu mettre meilleur et qu'il a déjà été meilleur. Mais ce qui est dommage du côté de l'Irlande, c'est d'avoir aussi peu utilisé leurs trois quarts, parce que les trois quarts ont plutôt fait un bon match. Earls propose énormément. Vraiment, par exemple Earls, mais aussi Stockdale qui a fait des bonnes percées. Les deux ailiers ont fait un bon match. Les centres aussi. Le 12, j'ai oublié son nom, c'est Farrell, je crois. Ou Farrell, je sais plus. Qui fait un bon match également, je trouve, très propre. Qui fait des gains de 5-10 mètres à chaque fois sur ses ballons. Et ils ont été un peu trop sevrés de ballons, ces joueurs-là. C'est dommage. Alors du côté des Irlandais, moi je dirais les fautes. Les fautes, 9 fautes dans la rencontre aussi, là encore de la part des Irlandais. C'est quand même beaucoup face à aussi peu... Enfin, il y a peu d'agressivité défensive de la part des Italiens. Et puis les touches, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des touches? Alors, je reviendrai sur Sean Cronin. En première mi-temps, il n'y a aucune touche qui est réussie. Et les Italiens, ils récupèrent des ballons facilement. Et des ballons qui peuvent leur permettre d'attaquer. Et c'est pour ça que l'Italie aussi est devant au score à la mi-temps. Les Irlandais ratent toutes leurs touches, quasiment. Ils ont perdu 5 touches dans la rencontre.
C'est énorme au niveau international, surtout face à l'Italie, où on ne peut pas dire que le contest au niveau des touches soit exceptionnel de la part des deuxième et troisième lignes. Pour aller vite, on va passer du côté des top joueurs. Moi, je commence avec l'Italie, Tito Tebaldi. Alors, il s'était fait mal lors du premier match, hein, il s'était claqué à l'échauffement qu'il n'avait pas pu faire les deux premières rencontres. Mais là, on a vu ce qu'il apporte dans l'organisation du jeu. Enfin, au niveau du placement offensif, même si c'est pas encore ça par rapport à des grandes équipes, c'est bien meilleur que face au Pays de Galles où il n'était pas présent ou face à l'Écosse. Dynamique également. C'est un demi de mêlée qui est très dynamique, qui apporte beaucoup de choses, beaucoup de vitesse, parce qu'il a des qualités physiques et athlétiques indéniables. Ce qui fait qu'il a proposé des choses à son équipe. Ça venait souvent de lui. Les actions offensives, l'essai, ça vient de lui, un petit peu, par rapport à son jeu de passe qu'il a réussi. Donc voilà, il fait un très bon match et j'espère qu'il sera très performant et surtout sélectionné pour les 2 dernières rencontres de ce tournoi des destinations et qu'il ne se blessera pas à l'échauffement. En moins, un moins récurrent pour moi, souvent lors des matchs de l'Italie, qui était déjà le moins lors de la précédente rencontre, pour les mêmes raisons, Thomas Wallan. Thomas Wallan, qui, pour moi, ne devrait pas être buteur de l'équipe d'Italie, surtout que j'ai trouvé que Tebaldi, par exemple, a fait un bon jeu au pied à un moment. Il y a un jeu au pied qui est déficient, il fait perdre 4 points à son équipe. Son équipe aurait pu quasiment avoir le bonus défensif avec ça, hein. C'est dommage de perdre 4 points sur des transformations. 2 transformations ratées. Alors il y en a une, c'est vrai, elle n'est pas simple parce que le joueur, je crois que c'est pas Dovani quand il marque l'essai, il pense plus à célébrer qu'à ramener le ballon près des poteaux dans le but. Mais bon, 4 points manqués à ce niveau-là, et puis même le jeu pour trouver les touches. C'est pas au niveau international et c'est pas au niveau pour concurrencer des grandes équipes. Alors moi j'ai décidé dans mes top joueurs de mettre Stockdale. Il a fait un match solide, un essai sur le ballon de renvoi de Sexton. Des bonnes percées quand il a eu des ballons, que très rarement, trop rarement des ballons pour les 3 quarts. Je sais quand même souvent concentré au centre. Efficient, parce que voilà, peu de ballons, mais quand il les a eus, il est allé marquer un essai où il a fait des progrès des fois de 10-15 mètres dans la défense italienne qui permettaient ensuite de lancer des actions dangereuses. Alors j'aurais pu mettre Earls parce qu'il a aussi marqué un essai, qu'il a aussi fait un bon match. Moi, je trouvais que Stockdale était un petit peu plus au-dessus, mais là c'est ce que mon ressenti. Du côté de l'Irlande, en moins Sean Cronin, j'ai pas compris ce qui s'était passé pour lui, le talonneur. C'est en touche catastrophique, je l'ai rappelé, hein. 5 touches ratées de la part des Irlandais. Voilà. C'est dommage pour lui parce qu'en plus c'est pas le titulaire à ce poste-là. Et que là il n'a pas montré qu'on pouvait avoir confiance en lui. Donc c'est dommage quand on te donne ta chance de t'écrouler de cette manière. Il est remplacé après 50 minutes de jeu extrêmement tôt. Bon voilà, c'est pas sûr qu'il ait de nouveau sa chance de commencer un match avec l'équipe d'Irlande. Pour moi, la note du match, 6 sur 10. Service minimum de la part des Irlandais, c'est pas flamboyant, c'est pas spectaculaire. Pourquoi je mets pas en dessous, hein, j'aurais pu mettre en dessous de la moyenne. Mais j'ai trouvé que les Italiens ont fait un bon match et ont proposé des choses. Donc voilà, 6 sur 10, c'est passable cette rencontre. Alors on passe du côté du classement de ce tournoi destination. Eh bien, il reste une équipe qui est invaincue et qui peut encore jouer le Grand Chelem. C'est donc le Pays de Galles, l'Angleterre deuxième avec 10 points. Et puis ensuite on retrouve l'Irlande, la France, qui remonte à la 4e place après sa victoire face à l'Écosse. 5e l'Écosse. Et pour finir l'Italie, toujours 0 points pour l'équipe italienne, même pas un bonus défensif à se mettre sous la dent pour les Italiens. Les prochains matchs, c'est le week-end prochain, la prochaine journée du tournoi Destination. Ça sera déjà la 4e journée de ce tournoi des Destinations. Et le premier match, Écosse-Pays de Galles. Je pense que le Pays de Galles va s'imposer dans cette rencontre. L'Écosse n'a pas montré véritablement de très bonnes choses.
Angleterre-Italie. Les Anglais voudront un petit peu laver l'affront face au Pédial. Donc je pense que l'Italie va perdre. Et va perdre sur un gros score. Puis la rencontre pour moi la plus indécise, c'est Irlande-France. Parce que si Irlande joue comme ils ont joué face à l'Italie, pour moi ils ne gagneront pas face à l'équipe de France. Mais normalement l'Irlande ne joue pas à ce niveau-là. Donc techniquement ils devraient jouer à un meilleur niveau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, dans les commentaires. Si vous voulez envoyer un mail, vous envoyez un mail. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et puis j'espère qu'on va se retrouver pour de nouvelles aventures. Normalement, il y a des petites vidéos qui sont prévues pour la semaine prochaine. Allez, ciao!